Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Normandie pour ce premier débat des municipales. Bonsoir à tous. Nous vous proposons durant 4 semaines un dispositif exceptionnel, tous les mercredis soirs à partir de 21h, des débats dans les grandes villes de la région en présence des principaux candidats. L'occasion pour vous de vous faire votre propre opinion. Pour ouvrir le bal, nous sommes en direct du Havre dans les locaux de Sciences Po pour une heure d'échange, de confrontation d'idées. Le Havre dont le résultat sera observé à la loupe. Le Havre, la ville du Premier ministre, candidat à sa réélection. Face à lui, 6 adversaires, dont 3 présents sur notre plateau. Pour m'accompagner durant ce débat, Amélie Monté de France Bleu Normandie au Havre. Et sur ce plateau, en effet, 4 candidats à la mairie du Havre. On va vous les présenter. Jean-Paul Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 61 ans, vous êtes actuellement député communiste, ancien maire de Gonfreville-Lorcher. Vous êtes électricien de formation et vous menez une liste d'hiver gauche. Alexis Dec, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 43 ans, vous êtes actuellement conseiller municipal et communautaire Europe Écologie Les Verts. Vous êtes journaliste de formation, vous faisiez partie de la liste socialiste en 2014 et vous êtes cette fois à la tête d'une liste Europe Écologie Les Verts soutenue par le Parti socialiste. Édouard Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 49 ans, vous êtes actuellement Premier ministre, vous avez été maire du Havre entre 2010 et 2017 jusqu'à votre nomination à Matignon. Vous êtes juriste de formation, à la tête d'une liste sans étiquette, élue en 2014 dès le premier tour. Frédéric Groussard, bonsoir. Bonsoir. 49 ans également, actuellement attaché de clientèle dans le secteur logistique sur la zone portuaire, engagé au Rassemblement national depuis 8 ans. C'est votre première participation à une élection municipale. Vous étiez présenté aux dernières élections départementales. Et pour être complet, les autres candidats donc, à cette élection, Guillaume Miller, 51 ans, chef d'entreprise, coprésident du Hack Handball, à la tête de la liste Vivons le Havre. Béatrice Canel-de-Pitre du Parti animaliste, 65 ans, maître de conférence à l'Université du Havre, candidate lors des dernières européennes. Enfin, Magali Cauchois pour Lutte ouvrière, 50 ans et déjà candidate en 2014. Elle est enseignante en histoire-géographie. Des candidats, Amélie, qui ne sont pas présents sur ce plateau, mais que vous entendrez au cours de ce débat. Nous avons fait le choix d'un débat à 4 pour plus de fluidité dans les échanges. 4 candidats que nous avons retenus en fonction de leur représentativité dans le paysage politique, respectant ainsi les règles d'équité du CSA. Alors voilà, vous savez qui sont tous les candidats au Havre. L'un d'entre eux sera votre futur maire dans quelques semaines. On va maintenant découvrir ou redécouvrir cette ville du Havre, la plus grande de Normandie. Le Havre en quelques chiffres clés. Le débat sera organisé en 2 grands thèmes, l'emploi, puis les transports et l'écologie. Vous aurez aussi, en milieu d'émission, tous les 4, une carte blanche pour parler chacun d'une mesure qui vous est chère. Mais avant de rentrer concrètement dans ces thèmes de campagne, une question politique, histoire de ne plus y revenir après. À vous, monsieur le Premier ministre, comment séduire les Havrais, alors que vous avez d'ores et déjà annoncé qu'en cas de victoire, vous resteriez à Matignon? Moi d'abord, je ne cherche pas à les séduire, je cherche à les convaincre. Je cherche à expliquer ce que j'ai envie de faire, comment je vois la transformation du Havre, comment je vois l'avenir du Havre. C'est très cohérent avec ce que j'ai défendu en 2014, avec ce que je crois depuis très longtemps. Et je le fais à ma façon, simplement, aussi simplement que je peux le faire, aussi clairement que je peux le faire. Voilà, c'est une campagne pour moi un peu différente de celle de 2014, parce que je suis Premier ministre, mais quand je suis candidat ici, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer ce que je veux faire et d'expliquer quelle est ma vision du Havre. Ce statut particulier, vous n'avez pas peur que ça déstabilise? Je crois pas, non. Alors on va rapidement demander à vos adversaires ce qu'ils pensent justement de ce statut particulier. Monsieur Lecoq? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je pense que peut-être que le Premier ministre avait autre chose à faire. En ce moment, que de mener bataille, ça n'empêchait pas qu'il puisse à tout moment être maire du Havre s'il avait été sur la liste. Mais c'était bien aussi que le maire sortant et le futur maire, d'ailleurs, puisque ce sera la même personne, puisse venir porter les messages. Bon.
Le Premier ministre en a décidé autrement. Peut-être qu'il y avait une impérative utilité de sa présence pour réunir toutes les forces de droite, tant que faire se peut. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est là. Mais c'est un peu tricher vis-à-vis du corps électoral, si vous m'autorisez l'expression. Alexis Daigle, vous êtes d'accord avec cet argument ? Moi, ce qui m'interroge, c'est le problème de cohérence et d'articulation entre le plan local et le plan national. Je m'interroge, par exemple, quand M. Macron a pris l'engagement de fermer la centrale à charbon, que je vois la majorité municipale d'Édouard Philippe projeter de raccorder cette centrale à charbon avec le réseau de chauffage urbain de Cocrioville. Il y a là une incohérence. Comme il y a une autre incohérence quand j'entends M. Philippe déclarer qu'il souhaite électrifier les ports, les quais du Havre. Pourquoi ne le fait-il pas en tant que Premier ministre? Il a la main sur l'autorité portuaire. Voilà. On va entrer dans le vif du sujet. On va demander d'abord à Frédéric Broussard une réaction sur ce statut particulier de candidat et de Premier ministre. On est plutôt dans un cas d'intérim. Parce que ce qui me gêne, c'est que M. Philippe se propose candidat. Et si il est élu, il propose de partir et de laisser la place à M. Gastine. Bon, ce côté intérimaire me gêne. Quand on est élu localement, on reste localement. Alors peut-être est-ce un siège que M. Philippe se met au chaud pour après Matignon. Je pense qu'il faudra voir. On attend de voir. Eh bien, on verra ce que l'avenir nous dira. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre premier thème, l'emploi. On l'a vu il y a quelques minutes dans la rapide présentation de la ville. Le taux de chômage au Havre, près de 10,5% fin 2019. C'est le plus important de la région. 2 points au-dessus de la moyenne nationale. Quelles sont vos propositions pour y remédier? On va le voir dans un instant. Oui, mais avant, on va entendre les Havrais sur ce thème, interrogés dans le centre-ville et dans le quartier de Montgaillard. J'ai eu de la chance d'avoir un CDI, donc après, moi je pense pour les autres habitants qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils viennent du Mont-Gaillard, de la Marouge, ou alors parce que c'est algérien, africain. Ça, il y en a beaucoup qui sont recalés à cause de ça. C'est de la discrimination à l'emploi? Exactement. Pour les jeunes, je pense qu'ils sont très mal accompagnés. Voilà. Je sais que moi, ma fille, elle est dans ce critère-là et je pense qu'elle est mal accompagnée, mal renseignée aussi. Pour les jeunes, il y a quand même un peu de débouchés, on va dire, sur les intérims. Mais pour les personnes de plus de 50 ans, 55 ans, non, ça bloque, quoi. Essayer déjà d'amener des industries. On a beaucoup d'usines qui ont fermé, je pense à Caillard, etc., où il n'y a rien eu de remplacé. Forcément, voilà. Alors on vient de le voir, donc le taux de chômage au Havre toujours au-dessus des 10% à la fin de l'année, c'est le plus important de Normandie. Et pourtant, il y a des entreprises qui peinent à recruter. Alors, messieurs les candidats, qu'est-ce qui bloque? Qui se lance sur ce sujet de l'emploi? Monsieur Lecoq, peut-être? Si vous voulez. Commencez toujours par la gauche, c'est bien. Non, moi, je pense que la première bataille à mener sur un territoire, c'est de faire en sorte de ne pas perdre les emplois utiles. On a parlé de la centrale thermique. Je pense que le verdissement de la centrale thermique, ça permettait de garder un outil et de garder des emplois et en plus de porter un schéma écologique. On pourrait parler de la cimenterie Lafarge, emploi utile. Est-ce qu'on a besoin de ciment, et notamment pour la région parisienne? Oui. Est-ce qu'on avait un outil extraordinaire pour faire du ciment? Oui. Une carrière, un tapis roulant. Qu'est-ce qu'on fait pour en faire revenir? Pourquoi on les a laissés partir? Il faut déjà faire en sorte qu'ils ne partent pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'argument honnête pour qu'ils partent. Si ce n'est la COP21, le fait qu'il ne faut pas en France faire de carbone, etc. C'était absurde. Écologiquement, c'était absurde, la fermeture de Lafarge. Et donc aujourd'hui, la question, c'est, il y a le sujet de Renault qui est dans les têtes, et tout le monde regarde. Et il faut être attentif, et moi j'y suis attentif, comme je suis attentif à toutes les suppressions d'emplois. Et puis après, il y a l'évolution de l'économie. Et l'écologie, le climat nous invite à faire évoluer l'économie avec les emplois qui vont aller avec. On parlera d'écologie en deuxième partie. Vous disiez que des emplois sont partis, d'autres arrivent. On pense par exemple à Siemens Gamesa, Monsieur Philippe, c'est quand même 750 emplois à la clé qui vont arriver. Oui, c'est vrai qu'il y a des usines qui ont fermé. C'est vrai au Havre, c'est vrai partout en France. Et comme nous, on est une grande ville industrielle, on a pris de plein fouet cette transformation majeure de l'économie depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Mais on reste une ville industrielle. On reste un port extrêmement dynamique, on doit le rester, on doit se battre pour ça. Et l'essentiel, c'est qu'on puisse à la fois attirer des nouvelles industries. On l'a fait. Sandouville est aujourd'hui traversée par des inquiétudes, c'est vrai, mais Sandouville s'est réinventé. On a changé de modèle, on a fait de l'utilitaire, ça a bien fonctionné. Il faut qu'on continue à se battre pour que ces usines continuent à marcher. Et puis la filière éolienne offshore, c'est une formidable opportunité, pas simplement pour le Havre, mais pour toute la communauté urbaine.
Il faut bien se rendre compte que ça fait des années qu'on se bat pour que ces usines s'installent au Havre. Mais des années. Et tout le monde s'est battu. Quand j'étais maire, je me suis battu, mais tout le monde s'est battu pour faire en sorte que ce soit ici, au Havre, et pas ailleurs, qu'on construise ces machines assez formidables qui seront installées sur les côtes françaises, qui vont permettre de faire de l'énergie verte et qui vont surtout permettre de créer près d'1 millier d'emplois, 750 emplois directs dans les usines et probablement moitié autant à l'extérieur en emplois indirects. C'est une formidable chance. Donc, amener de l'industrie, préserver l'industrie existante, amener de l'industrie. La formation, essentielle. On vit dans un monde où l'avantage à ceux qui sont bien formés, techniquement, intellectuellement, est considérable. Donc se battre pour la formation au Havre, c'est se battre pour l'emploi. Et puis développer de nouvelles activités, c'est le tourisme, c'est les services. Il y a 1000 choses à dire, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut regarder la réalité en face et il faut se battre. Comment vous faites, vous, Alexis Dec, pour attirer justement des entreprises ici au Havre ? En ce qui concerne les écologistes, nous considérons que les crises climatiques et les crises de la biodiversité ne sont pas de la même nature que les autres crises. Cela ne veut pas dire que les questions sociales, les questions d'emploi ne sont pas importantes à nos yeux. Mais cela signifie que si demain le climat s'emballe, si demain la biodiversité s'effondre, alors c'est l'existence même de l'espèce humaine qui est menacée. À partir de là, notre feuille de route est claire. Nous devons tourner la page de l'économie extractiviste, c'est-à-dire l'économie qui est basée sur l'utilisation, le gaspillage sans limite des ressources premières et des matières fossiles. Nous devons tourner la page de cette économie carbonée et nous devons impulser une transition énergétique du tissu industriel. La ville du Havre, le port du Havre a une grande expérience dans ce domaine-là, dans le domaine technologique, dans le domaine scientifique, et nous pouvons espérer être en capacité de rebondir vers ce nouveau défi de la transition énergétique. Et vous, Frédéric Roussard, si vous êtes élu maire, quelle stratégie pour attirer d'autres entreprises ? Comme le dit mon mouvement, de toute façon, c'est simple, le localisme. Le plus grand générateur d'emplois, c'est les petits commerces, c'est les PME. Donc arrêtons de taxer ces petits commerces et ces PME. Au Havre, on se promène sur le Havre et on considère, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des commerces fermés, un commerce fermé à louer, et sur 3-4 commerces, vous en avez un seul qui est ouvert. Bon, ça c'est déplorable, je pense que c'est les charges foncières, c'est toutes ces charges-là. Ces commerces-là sont les générateurs. Et quel serait le dispositif que vous mettriez en place pour faciliter ce petit commerce ? Une baisse des impôts, voire un aide à l'installation, voire une exonération d'impôts pour les entreprises qui s'installent. Édouard Philippe, ça c'est souvent un reproche qui est fait. Il y a trop de grandes surfaces au Havre, autour du Havre. C'est la première mesure à prendre. Oui, il y en a beaucoup au Havre, il y en a beaucoup à l'extérieur du Havre. Dans les années 70-80, tout le monde, partout en France, a développé ces grandes surfaces à tire-larigot à l'extérieur des agglomérations. On paye un peu le prix aujourd'hui. Et donc, ramener du commerce en ville, c'est évidemment un objectif. Si vous me permettez juste une remarque, parce que j'entends mon voisin de gauche géographique, nous dire que l'avenir économique, c'est le localisme. Quand même, dans un grand port, dans le premier port français pour le commerce extérieur, le localisme, c'est un peu un sujet. Je veux dire, heureusement qu'on a un grand port en France pour le commerce extérieur qui est le Havre, et heureusement qu'on est capable à la fois d'exporter et d'importer pour faire vivre le port, pour faire vivre les 30 000 emplois sur la zone industrielle. Dire qu'il faut simplement faire local, ça peut avoir du sens quand il s'agit de petits commerces. Mais enfin, si le développement économique, c'est purement le localisme, on va avoir du mal avec le port. Je parle aussi des PME, il faut savoir. Je ne parle pas que des commerces. Alexis Dec, votre avis sur cette question, oui, qu'est-ce qu'on fait pour aider le commerce de proximité, notamment? On dit qu'un emploi dans une grande surface créé, c'est 3 emplois dans les petits commerces qui sont détruits. Donc la première chose à faire, c'est de stopper net les projets d'extension et de création de nouvelles constructions urbaines en périphérie commerciale. Nous pouvons également jouer sur les loyers pour développer et dynamiser les commerces de proximité. Nous ne devons pas parler que des commerces de centre-ville, nous devons parler des commerces de cœur de quartier. C'est ça qui nous intéresse, nous les écologistes, c'est de permettre à chaque citoyen d'aller tranquillement à pied sur sa place de marché, aller avoir les commerces nécessaires et suffisants pour son alimentation. Sinon, nous avons aussi 2 autres pistes pour créer des emplois sur la région. Le premier concerne une régie communale agricole
Nous croyons beaucoup à l'autosuffisance alimentaire et au fait de pouvoir nourrir les cantines scolaires avec des produits issus de l'agriculture biologique et durable à travers une régie agricole. Nous pensons pouvoir le faire et nous avons une autre piste pour créer des emplois non délocalisables et utiles pour la communauté en ce qui concerne la rénovation thermique des habitats. Là, il y a énormément de choses à faire. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas et qu'on ne consomme pas. Il faut donc pouvoir permettre aux habitants de réduire fortement leurs dépenses énergétiques grâce à ce grand service local de la rénovation thermique des habitats. On a entendu vos propositions, attirer des emplois, c'est aussi la question de l'attractivité. On va écouter à ce propos Guillaume Miller, qui est candidat pour Vivons le Havre, une liste sans étiquette et citoyenne, qui interpelle notamment Édouard Philippe sur l'attractivité. Il n'est pas tolérable que la plus grande ville de Normandie ait autant de chômage et 3 fois moins d'étudiants que des villes qui soient analogues, et également un équipement de santé qui est très insatisfaisant, et donc il faut agir sur ces enjeux-là. Alors justement, comment agir ? Eh bien, comment agir ? C'est désenclaver à la fois géographiquement et moralement le Havre. Désenclaver géographiquement, c'est attaquer les aspects terre, mer, air. Donc la première chose, c'est rouvrir l'aéroport afin de relier l'Afrique et l'Europe. Également, être leader, pionnier sur les solutions Space Train ou Hyperloop, qui sont des trains à haute vitesse afin de relier Paris en 20 minutes. Et également rouvrir des liaisons maritimes qui existaient au quotidien entre le Calvados et l'Angleterre. Qu'est-ce qui a finalement manqué selon vous sur le mandat qui vient de s'écouler ? Une vision. Il manque une vraie vision, une vraie ambition. On a bien eu le sentiment que depuis que Antoine Ruffnac a lâché l'affaire, les personnes qui ont suivi n'ont pas assuré. Édouard Philippe, un commentaire et après ce sera M. Grossart qui a un petit peu de temps de parole de retard. Non, je n'ai pas beaucoup de commentaires. C'est très bien d'avoir une ambition, une vision. Vous savez, moi, ce que j'essaie de faire, avant d'imaginer une technique qui permettrait de mettre Paris à 20 minutes du Havre dans un train hyper space loop moderne, c'est d'essayer de faire en sorte que, dans pas trop longtemps, on mette le Havre et Paris à 1h40 avec des trains qui arrivent à l'heure, qui sont bien équipés. Et je vais vous dire, déjà, quand on aura fait ça, on aura bien avancé. Donc, c'est j'adore. 2045 pour le moment. Non, on va réussir à faire ça 2030. avant. Mais j'aime beaucoup les grands projets. On m'a souvent reproché d'en avoir des trop grands, d'ailleurs. Je le dis parce que dans les conseils municipaux, on me disait « Oh là là, vous avez trop de grands projets ». Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Mais il est vrai attendre une date, est-ce que vous Moi, en ce qui avez m'intéresse, c'est qu'on avance. Et c'est de promettre des choses que je sais pouvoir tenir. Donc, on va améliorer la desserte ferroviaire. C'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de travaux. Ils ont commencé. Quand vous passez sur la 13, à côté de la centrale de Porcheville, derrière Mantes-la-Jolie, vous voyez les travaux, parce que justement, ces travaux, ils ont commencé, ils seront longs, ils sont chers, mais ils vont être faits et on aura une desserte ferroviaire bien plus efficace qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas du luxe quand on voit comment elle fonctionne. Et vous ne pouvez pas vous avancer sur une date ce soir ? On sait que les travaux, ils sont prévus pour 2030-2032, donc, pour être terminés en 2030-2032. Donc on essaie d'aller au maximum, mais encore une fois, les travaux sont budgétés. La collectivité régionale, la collectivité locale s'est organisée pour pouvoir en financer une partie. Et je préfère tenir et faire avancer plutôt que un peu, d'une certaine façon, me payer de mots sans véritablement d'études sur le financement et sans véritablement d'études techniques et concrètes. Voilà. Sur cette question de l'attractivité, Frédéric Groussart, vous, quelle est votre vision si vous êtes élu maire de cette ville du Havre ? L'attractivité, il va falloir simplement que le Havre soit une ville, soit une station balnéaire comme elle doit l'être. C'est vrai qu'actuellement... dire davantage développer le tourisme. Voilà, développer le tourisme et tout ça. Bon, il y a plusieurs choses. Bon, je parlais des PME, je parlais du commerce. Il y a le tourisme qu'il faut travailler. C'est vrai que le Havre, quand on sort après 7 heures du soir, il n'y a plus rien. Il va falloir développer la sécurité aussi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que la sécurité fait que le commerce se développe. Parce qu'on dit toujours, on ne reste pas et on ne travaille pas dans une ville qui craint. Donc ça, c'est important. Vous considérez que le Havre, c'est une ville qui craint ? Là, actuellement, oui. En centre-ville, M. Philippe a fait tout ce qu'il fallait pour que les gens soient bien. Dès qu'on va en périphérie, sur certains quartiers, mieux vaut ne pas sortir la nuit, et encore mieux sur les quartiers festifs. Je vais pas à côté du bassin Vauban, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ces quartiers festifs où c'est carrément des coupes-gorges. On évoquait le tourisme sur ce point, Monsieur Lecoq. Vous estimez qu'après 21h, il n'y a rien à faire au Havre ? Moi, je ne suis pas pour considérer que la première attractivité, ce soit le tourisme. Moi, la première attractivité d'une ville, c'est quand les habitants disent on y vit bien, on y est bien.
Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les Havraises et les Havrais disent, dans tous les quartiers du Havre, on y est bien, on y vit bien, on peut bien y élever ses enfants, on peut grandir, on peut vieillir en toute tranquillité. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et toutes les villes en France et dans le monde attractives, il y a aussi la population de la ville qui explique à tous ceux qu'ils ont en contact qu'on y est bien dans cette ville. Et je crois que c'est ce qu'il faut gagner. Moi, le défi que je veux relever avec la liste que je présente, c'est justement de faire en sorte que les Havraises et les Havrais vivent bien ici, avec l'économie d'ici, avec notre port, et tous sont attachés au port, mais avec un port aussi, lui, relié, parce que le transport de passagers, j'entendais bien, mais moi, je défends et je milite depuis des décennies sur le désenclavement du port, sur le désenclavement ferroviaire, fluvial, etc. On a perdu 30 années. Au sujet du port, le port a été dans l'actualité dernièrement avec les mouvements sociaux contre la réforme des retraites. On a eu un port qui a été bloqué. Les conséquences économiques sont évidemment très lourdes. Tout le monde s'accorde à le dire. Ça, c'est évidemment quelque chose qui met le Havre à la peine aujourd'hui. On ne va quand même pas se plaindre si les Havraises et les Havrais défendent leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Et leurs conditions de retraite. C'est ce qu'ils ont choisi de faire dans le port et dans la ville de manière importante. C'est ce qu'ils ont choisi de faire dans le pays. Près de 70% des Français considèrent que les lois qui ont fait que le port a été bloqué doivent être rejetées. On ne va pas se plaindre. Ceux qu'il faut blâmer quand le port est bloqué, c'est ceux qui créent les conditions du blocage du port, et donc ceux qui attaquent l'existence des Havraises et des Havrais. Des entreprises ont déjà prévenu qu'il y aurait des gels d'embauche, voire du chômage. Qu'est-ce que vous faites pour ces entreprises ? J'explique au Premier ministre régulièrement qu'il faut qu'il retire sa loi sur les retraites, de manière à ce que l'activité portuaire puisse reprendre intensément, et toute l'activité économique. Je lui ai même écrit pour lui expliquer qu'il y avait urgence à retirer cette loi. Alexis Dec, vous, comment vous faites justement pour redonner le sourire aux entrepreneurs et aux gens qui travaillent sur le port après ces mouvements sociaux ? Là, pour l'instant, ils font grise mine. C'est vrai qu'à ma gauche et à ma droite, il y a deux locomotives qui foncent un peu dans la même direction, l'un et l'autre. Moi, je suis. Ça de voir les choses. Sauf que vous ne pouvez pas façon de voir les choses. Moi, je souhaite être le candidat du climat apaisé, mais aussi du climat social apaisé. Voilà, je pense qu'un candidat, un maire écologiste, pourrait permettre de dialoguer plus facilement, de faire dialoguer plus facilement tous les acteurs sociaux du Havre et de les mettre autour de la table. Je pense que nous avons, en tant qu'écologistes, cet atout-là. Ça ne s'est pas vu à Grenoble. Les mouvements. Il y avait des manifs. Les mouvements sociaux ont fait beaucoup de dégâts. Il faut savoir, c'est 0,5 milliards d'euros de pertes sèches. Je ne parle pas des Havrais qui n'ont pas pu aller travailler à cause de ces mouvements sociaux, surtout sur le port, où tout était purement et simplement bloqué. J'en fais moi-même partie. Et dans la logistique sur le port, on le rappelle. Voilà, sur le port a complètement été bloqué par la CGT des ports et docks. Donc, il y a une perte sèche d'argent. Si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez pour ces entreprises ? Comment les soutenir ? Ces entreprises, de toute façon, il y en a déjà beaucoup qui ont mis la clé sous la porte, il faut le savoir. J'en connais personnellement. Non, ce qu'il faut faire pour ces entreprises, déjà, c'est les aider à redémarrer, à se remettre à flot. On va bientôt terminer sur ce thème, et on va vous écouter peut-être, Édouard Philippe, vous qui avez en plus connu cette situation en 2016, quand vous étiez, pour le coup, maire. Il y a eu des blocages importants à cette époque-là. Je me souviens qu'en 2016, il y avait aussi des blocages très importants, avec une situation de violence qui était aussi très importante, et ce n'était pas le même gouvernement. Et je n'étais pas dans la majorité à l'époque, et je m'en souviens très bien. Ce qui est important, c'est de construire l'avenir du port. Et construire l'avenir du port, ça veut dire d'abord reconnaître qu'on est favorable à un modèle dans lequel on échange des marchandises. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise qu'il faut arrêter d'échanger les marchandises, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de port. La deuxième chose, c'est qu'il faut investir pour que le port fonctionne bien. Investir des sommes considérables. Et c'est ce qui est en train de se faire. Dans les années qui viennent, il y a 650 millions d'euros qui vont être investis pour faire les postes à quai 11 et 12, pour faire la chatière, pour développer les quais, pour ensuite construire les usines éoliennes. D'ailleurs, les travaux ont commencé. Quand on passe quai Johannes-Couvert, on le voit très bien. Donc, il y a 650 millions d'euros, tous financeurs. État, région, qu'il faut remercier, tous les financeurs. Europe, tous les financeurs. Ça permet de construire l'avenir du port. Si le port s'est développé, on aurait pu aimer qu'il se développe plus vite, mais s'il s'est développé depuis 1995, c'est parce qu'il y a eu des investissements très importants en 1995. Donc en investissant aujourd'hui,
on construit le port de demain. Et oui, je considère qu'on peut faire de l'électrification des quais à la fois pour les échanges de marchandises et pour les croisiéristes, parce que ça commence à être fait à Marseille. On a fait les premiers tests à Marseille. Et il faut le développer au Havre, où à mon avis, ça sera au moins aussi nécessaire, de façon à avoir des escales sans fumée. C'est déjà un énorme avantage comparatif vis-à-vis d'autres ports, si on est capable de dire aux chargeurs, à tous ceux qui veulent amener de la marchandise ou en faire partir, qu'ici, au Havre, on est capable d'avoir un port qui fonctionne bien et un port qui est vert. Pour clore cette partie sur l'emploi, avant d'aborder vos cartes blanches, on va écouter à propos du rôle du maire, de son réel pouvoir, la candidate de lutte ouvrière, Magali Cauchois. Elle nous explique sa vision. Si nous, on était à la tête d'une municipalité, si Lutte ouvrière, si les travailleurs étaient à la tête d'une municipalité, nous, on envisage la municipalité comme étant le point d'appui pour les luttes des travailleurs. Toutes les luttes. C'est-à-dire que ça soit des luttes contre leurs employeurs publics, que ce soit des luttes pour obtenir la possibilité de se déplacer, contre des expulsions locatives, des expulsions de sans-papiers. Voilà. Pour nous, la municipalité, elle devrait être de tous les combats des travailleurs pour améliorer leur vie. C'est comme ça qu'on conçoit une municipalité. Alors c'est l'heure à présent de passer à nos cartes blanches, à vos cartes blanches, chers candidats. Vous avez 1 minute environ pour évoquer un sujet qui vous tient à cœur, un projet phare de votre programme. On va commencer avec vous, Jean-Paul Lecoq. Vous souhaitez évoquer le sujet de la santé, notamment le déficit médical. Oui, ça fait des décennies maintenant que les Havraises et les Havrais n'arrivent pas à se soigner correctement par manque de médecins. Plusieurs choses ont été essayées dans l'agglomération havraise et on pense maintenant que le moment est venu de franchir un cap. Et on envisage de recruter, de salarier des médecins municipaux. On a constaté en sortie de fac de médecine qu'un grand nombre de médecins diplômés ne font pas médecin parce que les conditions d'exercice de la médecine libérale est compliquée. Eh bien, on a proposé à certains d'entre eux, s'ils devenaient médecins salariés d'une commune, est-ce que ça faciliterait leur choix de faire médecine et beaucoup nous répondent oui, et notamment des femmes qui veulent faire de la médecine, qui veulent gagner leur vie avec la médecine, mais qui ne veulent pas être esclaves de leur métier et pouvoir élever leurs enfants et pouvoir avoir une vie. Et donc, on s'inscrit dans cette démarche-là. Et puis, pourquoi la santé ? Parce qu'aussi, on a un hôpital très en difficulté. Et on pense qu'il y a urgence à ce que le maire du Havre, qui a un rôle à jouer, me semble-t-il, dans l'hôpital, passe du temps à défendre son hôpital auprès des autorités. On arrive donc au terme de votre carte blanche, Jean-Paul Lecoq. Peut-être une réaction, Frédéric Groussard, sur cette question du salariat des médecins, notamment ? Non, complètement contre. Il ne faut pas salarier les médecins. Déjà, le problème, c'est qu'il n'y en a pas de médecins. Là, avec le numerus clausus, il n'y en a pas. Donc nous, ce qu'on veut préconiser, c'est surtout demander aux médecins qui sont proches de la retraite ou qui vont prendre leur retraite de continuer leur activité. Et ça, c'est tout à fait faisable, avec bien sûr des avantages fiscaux, des avantages de loyer, bien sûr, tout en proposant des avantages. Pareil, et donc, ce qu'on veut aussi, c'est proposer aux jeunes médecins de s'installer dans des locaux que nous mettrons à disposition gratuitement, mais sans les salariés. Ils gagneront leur vie et au niveau avantages fiscaux, pareil, nous appliquerons des avantages fiscaux à ces médecins. Ils gagnent bien leur vie, les médecins, ils n'ont pas besoin, quand ils gagnent bien leur vie. On passe à votre carte blanche, Alexis Dec, qui est consacrée les amener vers le Havre. À la valorisation des jardins Flaubert au pied du funiculaire. Que souhaiteriez-vous faire exactement ? Et en fait, aujourd'hui, le réchauffement climatique est en marche. C'est une réalité. Les méga-feux en Australie résonnent comme un avertissement. Nous devons donc préparer notre territoire à la résilience. Une des manières de préparer notre territoire à la résilience est de végétaliser la ville, de remettre de la nature en ville pour créer des îlots de fraîcheur et permettre à chacun de respirer un petit peu d'air et de se préparer aux différents pics de chaleur. Nous voulons donc plus de jardins partagés, nous voulons encourager l'agriculture urbaine, végétaliser la ville, que ce soit les rues ou les trottoirs. Ce matin, avec Delphine Batteau, ancienne ministre de l'Environnement, nous étions dans les jardins de l'hôpital Flaubert. Ces jardins sont aujourd'hui menacés par l'appétit des promoteurs immobiliers et par l'apathie de la municipalité. Ce parc est très grand, il est plus grand que le square Saint-Roch. C'est un véritable poumon vert qui est niché au pied du funiculaire. Nous souhaitons municipaliser ce parc. Ce sera une de nos premières mesures. Nous municipaliserons ce parc pour créer un nouveau parc municipal au Havre, le parc municipal du funiculaire.
Très bien. C'est une proposition qui vous intéresse, Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que l'idée consistant à faire attention à la nature en ville et à remettre au maximum de la nature en ville n'est pas une mauvaise idée. Je peux tout à fait m'inscrire là-dedans. J'ai tendance à penser du reste que c'est une politique dans laquelle on s'est inscrit. On a planté beaucoup d'arbres au Havre, énormément même d'ailleurs. On est à... Je crois qu'en 1995, on devait être à 11... Hors évidemment forêt de Montjon et parc d'Orwell, 11 000 arbres. On doit être à 27 000 aujourd'hui. Et à mon avis, il faut continuer. Donc, j'ai aucun problème avec ça, avec les jardins suspendus qu'on a fait, qui sont très réussis. Je suis sûr d'ailleurs que vous y allez souvent. Non, après, il faut se dire les choses aussi très sérieusement. Je suis surpris d'ailleurs que M. Deck n'en parle pas plus, parce que c'est un vrai sujet écologiste. Si on veut éviter l'étalement urbain, si on veut lutter contre l'étalement urbain, c'est-à-dire contre cette tendance qu'ont les villes à s'étendre et à manger sur les terrains agricoles, ça veut dire qu'il faut quand même, dans la ville, densifier un petit peu. C'est-à-dire reconstruire la ville sur la ville. Éviter, comme on l'a fait dans les quartiers sud d'ailleurs, ici, il y avait des friches industrielles. On a reconstruit de la ville sur ces friches industrielles, des appartements, des logements, des équipements, des établissements d'enseignement supérieur. Et je pense que ça, c'est un défi au moins aussi considérable que ce que vient de dire M. Deck. Mais sinon, s'il s'agit de remettre de la nature en ville, alors là, en avant. C'est étrange parce que vous avez voté contre le vœu que nous avions déposé avec M. Brasse du Parti socialiste, justement contre l'artificialisation des sols et pour arrêter de bétonner les terrains agricoles. Et ça, il n'y a que les écologistes et leurs alliés socialistes qui se sont prononcés favorablement à la communauté urbaine. Oui, c'est bien de faire des vœux, mais enfin, la question c'est qu'est-ce qui se passe vraiment. Et quand je vois ce qui se passe vraiment, j'ai vu terrains agricoles. Et voilà, et c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux reconstruire en ville, ce qui n'est pas totalement sans lien avec le sujet que vous évoquez. Moi, je pense que la municipalité actuelle ne respecte pas les arbres en tant que tels. Moi, je vois bien sur ce que vous avez fait à Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, tout a été complètement abattu. Tous les arbres ont été abattus. On va reparler des arbres dans la partie à suivre sur l'écologie. On va couper un arbre adulte pour replanter un arbre. Vous avez un peu sur notre second thème. On va y revenir, on vous promet, on va continuer les cartes blanches. Et Édouard Philippe, c'est à votre tour. Votre carte blanche, elle porte sur les maisons des aidants. Alors, en quoi ça consiste exactement? Elle porte surtout sur les aidants, qui est une situation dans laquelle chacun d'entre nous peut être confronté ou est confronté. Qu'est-ce que c'est un aidant? C'est quelqu'un qui aide ses enfants, son conjoint, ses parents qui se trouvent dans une situation de handicap ou de maladie et qui du coup voit sa vie transformée parce qu'une partie croissante, voire quasi exclusive de sa vie est consacrée à aider quelqu'un de proche. Et ça vous change la vie. Ça réduit votre vie sociale, ça vous mine d'une certaine façon. Parfois, on est obligé d'arrêter de travailler. Tout le monde, tous ceux qui nous regardent, connaissent un exemple de ce phénomène. Et ce que disent beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette situation, les aidants, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Il faut aider les aidants. Alors, il y a déjà des structures qui existent, qui leur permettent parfois de se faire accompagner, d'obtenir des conseils, même parfois, d'une certaine façon, et pardon pour ce terme, d'être remplacés, c'est-à-dire de pouvoir avoir un peu de répit. C'est vachement important de pouvoir trouver un petit peu de répit. Moi, ce que je voudrais, on a déjà une structure qui existe au Havre, à Applemont. C'est l'association France Alzheimer qui fait ça très bien pour un certain nombre de gens qui, à côté d'eux, ont des malades d'Alzheimer. On a prévu de créer une maison des aidants à côté, à Applemont. À mon avis, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut créer véritablement, je ne sais pas si c'est un service public, ce que je sais, c'est qu'il faut créer un réseau qui permet à tous ceux qui sont dans cette situation de remettre, vous savez, un tout petit peu la tête hors de l'eau quand ils ont le sentiment qu'ils se prennent des paquets d'eau de mer dans la figure. Et ça, c'est un très beau projet. Ça existe, on doit le développer. Ces maisons des aidants, j'ai très très envie d'avancer. Sur ce sujet, vous avez évoqué aussi la santé. Monsieur Lecoq, peut-être une réaction? Oui, parce que je connais la proposition du gouvernement dans ce domaine et c'était une proposition aussi qui émanait du groupe communiste à l'Assemblée nationale, notamment de Pierre Daréville. Si vous êtes d'accord avec moi, tout va bien. Simon, il y a beaucoup de points communs entre M. Lecoq et M. Philippe ce soir. Ouais, pas forcément. Je pense qu'au Havre, certes, il y a les aidants, mais vous verrez dans notre programme la question de la personne handicapée, que ce soit l'enfant handicapé, que ce soit les familles des personnes handicapées et la personne handicapée vieillissante. Tous nous disent que Le Havre n'est pas une ville accueillante dans ce domaine, n'est pas une ville qui a pris en compte la réalité de cette situation-là. Donc c'est bien la maison des aidants. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que l'on accueille, que l'on comprenne, que l'on crée et que l'on accompagne des structures depuis l'école
et des projets sont en cours qui n'arrivent pas à se finaliser parce que justement pas pris en compte et pas soutenus avec force par la municipalité actuelle. On a fait beaucoup de choses pour l'accueil des enfants autistes et Jean-Paul Lecoq le sait bien parce qu'il est Beaucoup. attentif à ce qui se passe à l'école en flow. On a fait beaucoup de choses. Mais parce que c'est l'école en difficile. flow. Ouais, L'école en c'est flow. difficile. On parlait On a d'emploi créé La tout ça. à l'heure. santé, l'écologie, on va passer à votre On carte parlait blanche, d'emploi Frédéric tout à l'heure. Broussard, si vous le permettez. Petit Vous avez aparté, choisi le thème petit de aparté. l'insécurité pour votre carte blanche. Pourquoi ? La sécurité au Havre, comme je disais tout à l'heure, donc le centre-ville est particulièrement préservé, mais bon, toute la périphérie de la ville, qui a ville haute, tous ces quartiers-là, c'est très très difficile. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est le doublement de la police municipale, qui est actuellement une centaine de policiers. On veut monter à 170 et on veut créer des brigades spéciales. On veut créer une brigade des transports. Parce que les incivilités, tout ça, ça se passe surtout dans les transports en commun, dans le tramway, dans les bus et tout ça. Donc faire un système avec de police dans les transports, avec bien sûr un système que posséderaient les contrôleurs de bus, qui permettrait d'appuyer juste sur un bouton pour pouvoir appeler la police, quand ça commence à chauffer. On veut faire une brigade cynophile, parce que bon, c'est vrai que pour les interventions, c'est beaucoup plus facile avec des chiens. Et puis une brigade de soirée dans les quartiers festifs. Comme j'expliquais tout à l'heure, sur le Havre, vous avez le quartier de la rue des Brectiers et de la rue des Magasins Généraux, c'est un coupe-gorge. Et donc de mettre des patrouilles municipales dans ces quartiers-là, le samedi soir, le vendredi soir et le dimanche soir. Rapidement, Alexis Dec, une réaction à cette sécurisation de la ville du Havre ? Vous qui êtes contre l'armement des policiers, par exemple ? C'est vrai que nous, on souhaite préserver les biens publics et nous estimons que la sécurité fait partie de ces biens communs. Chacun doit pouvoir être libre de se balader en toute sécurité dans les rues du Havre. Et vous savez, la sécurité, c'est un ensemble de facteurs. Il y a une impression d'insécurité, il y a une insécurité réelle. Il faut aussi agir sur les conditions sociales, mettre davantage de policiers de proximité. Ça, nous sommes d'accord. L'îlotage, c'est quelque chose d'intéressant. On est d'accord là-dessus. Il faut améliorer les relations entre la police et les habitants des quartiers. Effectivement, la sécurité, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Alors, merci à tous. On arrive donc au terme de cette séquence carte blanche. Vous avez pu donc découvrir, chers téléspectateurs, une idée phare du programme de chaque candidat. On va maintenant passer au second grand thème de ce débat, Frédéric. Oui, Amélie, nous avons choisi de parler écologie. On en a déjà un petit peu parlé. Et transport, l'un des grands enjeux de ces municipales, quelle que soit la ville d'ailleurs où l'on se trouve. Alors ici, au Havre, il y a une mesure qui a pas mal fait de bruit durant cette campagne, c'est la gratuité des transports en commun. On écoute les Havrais à ce sujet, sur les transports d'une façon plus générale, et on en rediscute après tous ensemble. Je trouve qu'il y a des quartiers qui sont relativement, pas désertés, mais où les transports sont peu accessibles et il y a vraiment quelque chose à faire. Par exemple, tout le bout du Perret, où vous n'avez qu'un bus qui y va, le tramway n'y va pas, vous n'avez qu'un bus et moi je travaille le week-end, dimanche j'ai un bus par heure. La gratuité, ça sera mieux pour tout le monde, parce que là on est dans un quartier difficile, donc on n'a pas, personne n'a assez d'argent pour payer les abonnements. Et 1,80 € pour une heure, ça fait beaucoup, quoi. Il faudrait, je ne sais pas s'il faut peut-être pas taxer les voitures, mais quand même les punir un petit peu pour se déplacer en ville, quoi, en fait. Parce que moi, vous voyez, j'ai une voiture, je m'en sers jamais, parce que j'ai tout sur place, je vais à pied. Et il y a des gens qui font 2 cm avec une voiture, quoi. C'est pas normal, hein, vous voyez. Ça pollue. Alors, la gratuité des transports en commun, Jean-Paul Lecoq, vous êtes pour ? Oui, je suis pour la gratuité des transports en commun. Comment vous mettez ça en place ? On fait ouais, alors c'est comment ou combien ? Les deux. Comment ? D'abord, je me suis beaucoup renseigné. Je suis allé aux différentes assises sur la gratuité des transports, que ce soit à Dunkerque, que ce soit à Châteauroux récemment, et pour voir comment ça se mettait en place, comment c'était vécu. J'ai passé des jours dans les transports en commun à Dunkerque pour voir comment les gens appréhender les choses, et ça change vraiment la vie dans une ville. Et donc après, il faut se donner les moyens, on fait de la politique. La gestion d'une commune, c'est une gestion politique, ce sont des choix. C'est-à-dire que, par exemple, le maire de Dunkerque devait construire une super salle de concert, etc. Il a fait le choix de ne pas la construire pour favoriser la gratuité. Et nous, on démarre la gratuité dès le début pour le week-end et aussi pour les classes. Parce qu'on considère que les gamins dans les écoles ne doivent pas avoir la gratuité de transport que 2 fois dans l'année.
Mais que vous soyez à l'école à Montgaillard ou que vous soyez à l'école au centre-ville, vous devez pouvoir accéder à tout ce qu'offre la ville à travers le transport gratuit. Alors vous évoquez d'autres villes qui ont mis cette mesure en place, mais il y a aussi des villes qui reviennent dessus, j'ai oublié justement. de dire Calais, qui est une ville de droite, qui l'a fait au 1er janvier. Là. Et il y a des villes aussi qui reviennent sur ce d'Édouard dispositif, qui ne sont pas convaincus de son impact environnemental. Alexis Daigle, vous par exemple, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, la gratuité des transports en commun ? Bien, nous défendions en 2014 avec Camille Galap déjà la gratuité partielle sur un certain nombre de cas de figure. Par exemple, en cas de pic de pollution, ça y est, ça a été enfin fait au cours de ce mandat. Nous défendions également la gratuité sur les franchissements ville haute, ville basse, afin de stimuler l'intermodalité entre les transports en commun et la marche à pied. Par l'absence de contrôle, tout simplement, il n'y aurait plus de contrôle sur... Et est-ce que l'impact est réel sur l'environnement alors ? Eh bien, si c'est le premier biais, si c'est la première chose que l'on recherche, a priori, les études ne sont pas très bonnes. Les études qui viennent de Dunkerque montrent qu'il n'y a que seulement 3% de part modale de l'utilisation de la voiture en moins. 15% en moins pour le vélo et encore plus pour la marche à pied. Autrement dit, on remplit les bus de cyclistes et de marcheurs en grande partie. Et ça, en fait, c'est pas très bon et c'est pas très logique. C'est une mesure estimée à 18 millions d'euros selon une évaluation faite par la mairie. Édouard Philippe, vos services ont étudié la mesure. Est-ce que vous y réfléchissez donc concrètement ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de développer et d'améliorer la qualité du réseau. Et ça se mesure par la fréquentation. Savez-vous que depuis qu'on a créé le tramway, depuis qu'il a été construit au Havre, on a augmenté la fréquentation des transports publics de 30%. C'est considérable. Et on a d'ailleurs, parce qu'on a réussi à construire le tramway, réorganisé le réseau de bus dans toute l'agglomération. Je regarde Jean-Paul Lecoq parce que quand j'étais maire du Havre, il était maire de Gonfreville-Lorcher. Il sait très bien que la réorientation du réseau a permis d'aller chercher des gens qui, jusqu'à présent, n'avaient pas accès au bus. Donc je pense que c'est ça qui est important. S'il n'y a plus de participation des usagers, plus jamais, au financement du transport, il y a fort à craindre que ça va continuer à coûter de l'argent et que ça va se traduire par des impôts. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse améliorer le réseau en construisant une nouvelle ligne de tramway, parce que ça marche. Enfin, ça roule en l'occurrence, mais surtout parce que ça permet d'augmenter la fréquentation du tramway et parce que ça permet de désenclaver très efficacement. On l'a vu. C'est pas comme quand on construisait la première ligne, il y avait des gens qui se disaient « est-ce que ça va vraiment marcher ?» C'est vrai qu'on en a entendu. Bon, maintenant on le sait. Ça fonctionne. Alors, il y a plus de gens, il est respecté, ça change la vie d'un certain nombre de quartiers et ça la change en mieux. Donc, raison de plus pour continuer. On peut tout à fait mettre en place des tarifications intelligentes. Sur les classes, je l'entends parfaitement, parce que c'est vrai que le déplacement par les transports en commun des élèves sur l'ensemble de la communauté urbaine, on est candidat ici pour le Havre, mais sur l'ensemble de la communauté urbaine, il ne peut pas y avoir un cas particulier pour le Havre, ça compte. On peut tout à fait, on l'a fait d'ailleurs, faire des mesures de gratuité quand il y a des pics de pollution. Mais dire, ça va être gratuit pour toujours. De haute lutte, on l'a obtenu. Ouais, mais dire, vous voyez, aujourd'hui vous êtes pour la sécurité, vous étiez contre la vidéoprotection hier, comme quoi. Mais vous l'êtes peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que une tarification intelligente, pourquoi pas ? On peut la faire probablement plus fine, mais la gratuité complète. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Et j'observe, puisque Jean-Paul Lecoq a cité un certain nombre de villes, qu'il y a des villes qui hésitent, reviennent en arrière. C'est le cas notamment de Niort, où la gratuité, c'est pas véritablement traduit par une augmentation de la qualité, par une augmentation de la fréquentation. En revanche, ça s'est traduit par des difficultés. On entend vos points communs et vos divergences sur cette question. On va avancer, parler du tramway. Vous disiez donc cette troisième ligne de tramway à l'horizon 2024-2025. Le tracé fait polémique. L'idée, on le rappelle, c'est desservir les quartiers sud, passer par Graville jusqu'à Harfleur et Montivilliers. Alors pertinente ou pas cette nouvelle ligne, Monsieur Daigle ? C'est effectivement une des raisons pour lesquelles nous ne souhaitons pas mettre en place la gratuité totale pour le moment. C'est parce que nous avons besoin d'investissements pour améliorer l'offre de services de nos transports en commun. Et nous sommes également favorables à la création d'une nouvelle ligne de tramway, mais pas sur le même axe qui est envisagé par la majorité municipale. Nous souhaitons plutôt avoir une ligne de tramway directe, pertinente, percutante, qui puisse aller directement de la Brèque
jusqu'à l'hôtel de ville, la plage. Il faut pouvoir relier très rapidement la Brec à l'hôtel de ville en laissant son automobile sur un parking relais. Nous souhaitons pouvoir développer des parkings relais à l'extérieur et inciter ainsi les gens à laisser leur voiture et à prendre les transports en commun, ceux qui viennent en tout cas hors du Havre. Frédéric, c'est dur pour les quartiers sud, quand même. sur cette thématique donc, de cette ligne de tramway, c'est pertinent ou pas cette troisième Non, ligne? de toute façon, la ligne de tramway, il faut savoir que celle qui est actuellement envisagée, qui passe par les quartiers, quartier de l'Eure et rue de Pressensé, tous ces quartiers-là, les gens n'en veulent pas. J'ai eu l'occasion d'aller dans ces quartiers-là, les gens n'en veulent pas. Alors que en contrepartie, vous avez pourquoi ils des n'en veulent pas? quartiers- Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces habitants? le peu de commerce qui reste dans ces quartiers-là, ont peur bien sûr de couler à cause justement de ce tramway, des travaux, des travaux et tout ça. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des zones au Havre où ils veulent le tramway. Vous avez des zones, toute la ville, tout le quartier haut, du côté de Senvic, Dolmar, toute cette zone-là, ils le veulent le tramway. J'ai même rencontré un président de comité de quartier qui a même préparé, qui est un ancien urbaniste et qui a même préparé le projet. Donc, il a juste à le présenter. Donc, la chose qu'il faut faire, tout simplement, c'est ce qu'on préconise, nous, au Rassemblement national, c'est-à-dire il faut faire un référendum local auprès des Havrais, avec un système d'application sur le portable, et simplement, ou alors sur Internet. Bref, il y a plein de possibilités, et il faut que ça marche au référendum. Jean-Paul Lecoq, vous avez un peu de retard sur le temps de parole. Sur cette question-là, le tramway, la troisième ligne, oui, mais on attend les études, c'est ça, pour voir ce qui peut être pertinent comme tracé? Je vais être Et bon, puis, quelle je vais être bon incidence? normand, c'est ni oui ni non. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, ça se discute avec les gens. Pour l'instant, on nous a sorti la ligne du tramway du chapeau comme ça, sans qu'il y ait eu de concertation avec les habitants des quartiers. Ce qui fait qu'il y a des habitants des quartiers, des commerçants à Graville, par exemple, qui disent qu'ils n'en veulent pas. Mais ça peut se construire avec eux. Je pense que dans le quartier de l'Eure, les habitants sont intéressés. Je pense qu'à Montivilliers, ils ne sont pas du tout intéressés par cette dimension-là. Moi, je suis pour qu'on utilise toutes les voies existantes. Je suis pour que les travailleurs aillent sur la zone industrielle en train. Parce qu'on peut y aller de la gare jusque sur la zone industrielle en train avec des voyageurs. Pourquoi ne le fait-on pas? Ça fait des années qu'on le propose et on ne le fait toujours pas. Je suis pour qu'on aille à Port-Jérôme en train. Aussi, plutôt que d'avoir des voitures qui sillonnent sous le pont de Tancarville de manière régulière. Il y a un train qui descend à Port-Jérôme. Il y a des milliers d'emplois là-bas. Vous avez le pouvoir de mettre ça en place en tant que maire? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toutes les voies existantes? Ce n'est pas de l'investissement supplémentaire. Vous avez le pouvoir d'influer auprès de... Mais bien sûr, en tant que maire. Alors, le maire actuel n'a pas le pouvoir d'influer sur le vice-président de la région chargé des transports, apparemment. Mais moi, si je suis maire du Havre, j'influerai sur le président de la région et sur son vice-président de transport. Parce que les possibilités existent. On peut faire plein de choses en matière ferroviaire et en matière de tramway. Mais ça se fait avec les gens. Moi, j'ai mis comme priorité la démocratie dans la mise en œuvre du programme. C'est que rien ne pourra se faire sans concertation avec les gens. Et voire même, eux peuvent prendre des initiatives dans ce domaine, directement. Alors, des transports en commun non polluants, une mobilité douce, comme on dit, Amélie, tout ça, ça va dans le sens d'une ville plus verte. C'est un peu d'ailleurs ce que tous les candidats promettent dans leur programme. On le voit bien durant cette campagne, les programmes qui sont vraiment beaucoup verdis. On écoute à ce propos Béatrice Canel-Depitre du Parti animaliste. Nous sommes pour, justement, végétaliser au maximum, replanter des arbres, ne surtout pas abattre des vieux arbres quand ils sont encore sains, sauf s'ils présentent un danger. Mais autrement, on veut au contraire, pour permettre aux oiseaux, aux insectes, à tous les animaux dont on a besoin finalement pour vivre, parce que notre objectif, c'est un avenir commun entre les Havrais et les animaux. Et donc, c'est pour ça que nous, notre slogan, c'est « Les Havrais comptent, les animaux aussi ». Bon, alors sur le sujet de cette ville plus verte, qu'est-ce que vous en dites, Édouard Philippe? C'est pas assez vert, le Havre, il n'y a pas assez de nature? Il y a beaucoup de nature au Havre. Il ne faut pas l'oublier. Je sais que c'est souvent pas l'image qu'a le Havre quand on ne connaît pas bien la ville et qu'on en parle de loin. Mais la vérité, c'est que vous avez la mer, vous avez 2 parcs, 2 poumons verts avec Rouelle et avec Montjon. Vous avez une ville qui s'est tournée, qui s'est tournée vers le vert, si j'ose dire. Et progressivement. Au début, au moment de la reconstruction, le vert, c'était pas bien. C'était pas bien. On voulait une ville minérale. C'est comme ça, on n'était pas là. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin
de la nature en ville, on a besoin de la préserver, on a besoin de faire attention à toute une série de choses qui sont devenues essentielles dans notre société et qu'on peut parfaitement assumer. Ça veut dire planter des arbres, je l'ai dit, on l'a beaucoup fait, il faut continuer. Ça veut dire, quand on réhabilite des endroits, imaginer des façons de remettre de la nature en ville. Je prends un exemple, la place Vavasseur à Senvic, puisque vous avez parlé de Senvic tout à l'heure. C'était une grande dalle de béton. Il n'y avait que du béton. Et ça faisait longtemps que c'était que du béton. On a décidé de refaire la place, on a planté des arbres, on a essayé de faire en sorte que ce soit plus vert, un peu plus végétalisé, parce que c'est devant une école et que c'était évidemment du mieux. On peut aussi aller plus loin. Tout à l'heure, M. Deck parlait des circuits courts en matière d'alimentation. Il y a peu de gens qui savent qu'au Havre, on est en avance par rapport à la loi sur l'alimentation en circuit court et sur l'alimentation bio dans les cantines. En avance, et on en avance assez nettement. Il y a peu de gens qui savent qu'au Havre, on a appliqué avant la loi l'interdiction sur l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Mais on a un potentiel, un actif dont on doit être fier et qu'on doit poursuivre et préserver parce qu'il y a urgence, c'est vrai. Et tout le monde maintenant en a conscience. Et ceux qui n'en ont pas conscience, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Alors Alexis Deck, vous dites, vous voulez multiplier les jardins potagers, c'est ce que vous dites dans votre programme. Vous les faites où ? Un peu partout, avec les habitants, en concertation avec les habitants. Il y a une forte demande de la part des habitants. On voit d'ailleurs un dispositif intelligent mis en place par la ville du Havre qui s'appelle La Nature en Ville et qui permet aux habitants de se saisir de cet outil. Et malheureusement, on voit qu'il y a un certain nombre de blocages, de projets qui n'ont pas pu aboutir. Je peux vous assurer qu'il y a une vraie demande par le bas des habitants qui souhaitent faire quelque chose. Nous pouvons également améliorer les déchets verts et faire du compost collectif. Ça, c'est malheureusement une faiblesse de la ville du Havre. Et pour revenir sur ce que vient de déclarer M. Philippe, alimenter nos cantines scolaires et municipales en agriculture, en produits issus de l'agriculture biologique et locale sera une des priorités de notre mandat. Depuis tout à l'heure, on parle donc de cette ville plus verte. Il y a quand même une grosse verrue dans le paysage havrais, c'est la décharge de Dolmar. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, la décharge Dolmar, c'est 400 000 m3 de déchets qui sont amassés au bord d'une falaise et ça fait 20 ans concrètement qu'on attend une solution. Il y a plusieurs études qui ont été faites évidemment. Ça coûte entre 7 et 15 millions d'euros selon le scénario qui est retenu, soit l'endiguement, soit l'évacuation des déchets. Comment vous gérez ce problème si vous êtes élu maire, Jean-Paul Lecoq ? Moi, je gère ce problème et en tant que président de la communauté d'agglomération, je gère tous les problèmes des décharges qu'il y a sur le territoire. Parce qu'il y a Dolmar, c'est celle qui se voit, mais moi j'ai connu la décharge des camps américains à Gainesville qui suinte dans la rivière et jusque dans le canal. Et je me dis que tout ça, notre génération là, aux commandes, doit nettoyer. Et on a le devoir de le faire. Et moi, on va les chercher comment alors ces déchets et on les met où ? Je suis pour la position à 15 millions. Moi, je suis pour qu'on retire tout. Je ne suis pas pour qu'on laisse à la génération qui va venir derrière un sarcophage qui va s'éclater avec l'assaut de la mer. Je suis pour qu'on nettoie complètement. Eh ben, on y mettra les moyens. La France est 5e puissance mondiale, un pays très riche. À un moment donné, le Premier ministre est là, il fera payer ceux qu'il a exonérés d'impôts avec le CICE et tout. Et puis on aura l'argent pour nettoyer le pays de ce que la trace humaine a laissé. Et Monsieur Philippe, pourquoi ça n'a pas été fait donc, durant ces dernières années ? Vous savez, c'est 1 kilomètre de décharge qui a existé dans les années 50, 60, 110. Ça s'est arrêté dans la deuxième moitié des années 90. Et de façon étonnante d'ailleurs, d'une certaine façon, la nature a repris le dessus. C'est-à-dire que vous avez un système naturel qui s'est créé sur ce monceau de décharge qui fait 1 kilomètre de long quand même. Hein. C'est assez terrifiant. Et il y a des espèces animales maintenant qui sont nichées. Et d'une certaine façon, ça tient un peu la falaise, vu des responsables d'associations qui me disaient, c'est d'ailleurs intéressant, c'est des responsables d'associations très environnementalistes qui m'ont dit, on va regarder ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut tout enlever pour ensuite tout enfouir quelque part, mais ça veut dire des installations en bas qui seront assez lourdes et qui peuvent abîmer un petit peu le site, ou est-ce qu'il faut contenir ? Moi, je ferai ce qu'il y a de mieux. Je n'ai pas encore la solution technique. Et je crois d'ailleurs que personne ne l'a complètement. Mais il y a des études, il y a un chantier test qui est en train d'être réalisé, qui va être réalisé. À mon avis, on doit pouvoir décider ça en 2021. Et franchement, si on arrivait à régler ce problème d'ici 2023, ce serait très bien. Rapidement, Monsieur Deck, quelques secondes. Évacuation ou endiguement ? En quelques secondes, on aurait dû agir avant. Moi, ça fait plusieurs années que je demande à chaque examen budgétaire qu'on lance un plan pluriannuel d'investissement pour commencer à provisionner de l'argent
pour pouvoir payer la résorption de cette décharge. Moi, je constate juste que la majorité municipale a renvoyé la patate chaude après les élections et il faut mettre le paquet pour réparer la nature. C'est une obligation pour les générations futures. Merci à tous. Nous arrivons au terme de cette émission. Alors évidemment, tous les sujets, tous les thèmes ne peuvent pas être abordés en une heure de débat. Il vous reste à présent 45 secondes à chacun pour votre conclusion. On ne vous interrompra pas pendant ces 45 secondes. Pour déterminer votre ordre de passage, c'est simple. On va faire dans l'ordre de présentation des pupitres face à nous. Et vous vous adressez chacun face caméra directement à vos électeurs. On commence donc avec vous, Jean-Paul Lecoq. Merci. Moi, ça fait 1 an et demi que je fais le tour des quartiers avec une équipe extraordinaire, une liste qui ressemble à aucune autre, parce qu'elle rassemble des gens totalement différents. Et on a écrit un programme avec les habitants et les habitantes du Havre. Et un programme plutôt simple, mais exigeant, puisqu'il propose aux Havraises et aux Havrais de reprendre le pouvoir. De prendre le pouvoir dans les quartiers, de décider eux-mêmes de ce qu'ils feront de leur quartier. Et le premier à avoir illustré les choses, c'était l'association de Sanvic qui proposait de défusionner. On lui a expliqué que peut-être on pouvait faire les choses autrement, mais il y a cette exigence. Et aujourd'hui, que ce soit avec les questions écologiques, que ce soit les questions sociales, parce que Le Havre est une ville qui souffre, les habitants du Havre souffrent de ce qui se fait au Havre et souffrent de la politique que conduit le gouvernement actuellement. Et on envisage d'atténuer ces souffrances par notre action à la commune. Merci Jean-Paul Lecoq. Alexis Dec, c'est à votre tour, votre conclusion. L'histoire municipale havraise a été rythmée par différents cycles politiques. Il y a d'abord eu 25 ans de communisme, 25 ans de gestion par la droite locale. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écrire une nouvelle page de cette histoire, celle de l'écologie municipale. Nous ne nous présentons pas pour faire de la figuration, mais bien pour gagner et engager Le Havre sur le chemin de la transition écologiste et solidaire, tranquille et bienveillante. Notre liste regroupe des citoyennes et des citoyens aux compétences utiles, variées et remarquables pour la gestion de notre cité. Je pense à des médecins, à des commerçants, à des directeurs généraux de services, à des analystes financiers. Face à l'urgence climatique, il n'est plus possible d'être dans la posture, dans la démagogie, l'inaction ou le déni. La liste Le Havre Écologie est prête à relever ce défi. Merci Alexis Dec. Édouard Philippe, c'est à vous, une petite minute pour conclure. Tout le monde voit bien que dans ces dernières années, on peut dire dans ces 10 dernières années, dans ces 20 dernières années, Le Havre a changé. Il y a des gens qui reprochent les changements, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, revenant au Havre, trouvent que Le Havre a changé en bien et en mieux. Et moi, ce que je veux, c'est m'inscrire dans cette cohérence et continuer, faire en sorte qu'on soit à la fois toujours cette ville industrielle, portuaire, dynamique, étudiante, attractive, mais qu'on soit aussi la ville d'une certaine forme de fierté, parce que dans une ville industrielle, portuaire, dynamique, on sait privilégier la qualité de vie, l'offre culturelle. On n'en a pas parlé ce soir, mais ça compte beaucoup pour moi. La solidarité, on en a dit un mot avec la Maison des Aidants et en abordant le sujet de la santé. Faire en sorte, donc, que les Havrais continuent à être fiers de ce qu'ils sont et fiers de là où ils vivent. Merci, Édouard Philippe. Frédéric Grossart, votre conclusion ? Il y a 6 ans, aux dernières élections municipales, le Rassemblement national a gagné des mairies comme Fréjus, Beaucaire, Hénin-Beaumont. Et selon un dernier sondage IFOP, 75% des gens qui habitent dans ces mairies sont heureux. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national a décidé de faire une bonne politique de sécurité, une bonne politique de démocratie locale, une politique de non-gaspillage de l'argent public et un cadre de vie qui est très, très, très positif. Donc, le mieux étant que le Havre doit absolument devenir comme ces villes-là. Ça sera ma conclusion. Très bien, merci. Merci à tous les 4 d'avoir été présents sur notre plateau. Donc Frédéric Grossart pour le Rassemblement national, Édouard Philippe à la tête d'une liste sans étiquette, Alexis Dec pour Europe Écologie Les Verts soutenu par le PS et Jean-Paul Lecoq pour une liste d'hiver gauche. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale municipale. Merci donc à tous les 4 d'avoir joué le jeu de ce débat. Je vous rappelle les 3 autres candidats à cette élection dont les listes s'affichent. Guillaume Miller pour Vivons le Havre, Béatrice Canel de Pitre pour le Parti animaliste et Magali Cauchois pour Lutte ouvrière.
Merci beaucoup Amélie de m'avoir accompagné pour animer ce débat. Un débat que vous pouvez revoir bien sûr en replay, comme on dit en mauvais français, sur notre site internet. Cette soirée spéciale municipale qui se poursuit sur France 3 Normandie. Dans un instant, les habitants de la Pointe de Caux retrouvent Bénédicte Drouet pour un débat sur Montivilliers et pour les autres téléspectateurs, débat sur Gisors avec Magali Nicolin. Comme je vous le disais en début d'émission, tous les mercredis jusqu'au 18 mars, il y aura des soirées spéciales avec des débats. Donc soyez au rendez-vous de la démocratie sur France 3, la chaîne de ces élections municipales. Je vous souhaite une très belle soirée politique sur France 3. Merci encore Amélie de m'avoir accompagné pour ce débat ici en direct du Havre dans les locaux de Sciences Po. Bonsoir Belle soirée à vous. tous.